Il y a quelque chose de presque mystique dans les bâtiments abandonnés. Des lieux qui, autrefois, étaient pleins de vie et qui, aujourd'hui, renferment des histoires troublantes, attendant ceux qui auront le courage de les explorer. Il existe un mystère indicible dans les couloirs vides, les chambres plongées dans l'obscurité et les murs en ruine. Ces espaces semblent figés dans le temps, maintenus en vie uniquement par les souvenirs de ceux qui y sont passés. C'est comme s'ils étaient des portails vers d'autres époques, où le bruit des pas résonne avec les voix du passé. Aujourd'hui, vous allez découvrir des histoires sombres sur des lieux qui, bien qu'oubliés du monde, continuent de porter en eux des secrets que peu osent percer. Des îles de charbon aux ruines radioactives, des châteaux luxueux aux hôpitaux lugubres, chacun de ces endroits détient un fragment d'histoire qui refuse de disparaître. En même temps, ces lieux offrent une réflexion profonde sur ce que signifie bâtir, prospérer et, finalement, abandonner. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces endroits restent intacts? Qu'est-ce qui empêche leur restauration, leur démolition ou leur transformation en quelque chose de nouveau? Dans de nombreux cas, c'est le danger physique, des ruines instables ou des niveaux élevés de radiation menaçant la vie. Dans d'autres, ce sont les légendes et les histoires effrayantes qui alimentent une peur résistante au temps, car certains lieux portent des souvenirs sinistres qui semblent traverser les générations. Parfois, la bureaucratie ou simplement le manque d'investissement expliquent aussi pourquoi ces espaces demeurent oubliés, car nombre d'entre eux se trouvent dans des régions reculées ou difficiles d'accès. Il y a aussi un puissant aspect culturel. Lorsqu'un lieu accumule des récits de tragédies, de souffrances ou d'événements surnaturels, il devient un point de crainte collective. Les paroles se transmettent de bouche à oreille, solidifiant les mythes. Dans plusieurs pays, la superstition exerce encore une grande influence, empêchant les gens de toucher à ce qu'ils croient maudit. Dans les régions marquées par la guerre, le génocide ou des événements traumatisants comme des explosions nucléaires, l'histoire elle-même maintient la population à distance, par respect ou par crainte. Que ce soit par curiosité ou par l'adrénaline d'affronter l'inconnu, la vérité est que ces lieux exercent une fascination universelle. Certains recherchent des expériences intenses, comme les explorateurs urbains qui s'introduisent dans ces structures en ignorant les panneaux « Entrée interdite ». Ces aventuriers veulent capturer avec leurs caméras ce que le temps tente de cacher. Cependant, la majorité d'entre nous ne s'y aventure jamais en personne. Il est plus sûr et même plus confortable de découvrir ces secrets à distance. C'est pourquoi les vidéos, les documentaires et les récits écrits deviennent des portes d'entrée vers un monde qui, autrement, resterait intact. Préparez-vous, nous allons maintenant explorer des lieux aussi impressionnants qu'effrayants. Ce sont des décors mêlant ruines, silence et écho du passé, racontant des histoires de courage, de douleur, d'exploitation et d'oubli. Si vous avez le souffle long, suivez-nous jusqu'au bout. Mais attention, certaines images pourraient hanter vos rêves. Alors, prenez votre lampe torche imaginaire, car notre voyage dans l'ombre commence maintenant. L'île Ashima, l'île de l'enfer. Vous avez probablement déjà entendu parler de Nagasaki, la ville japonaise dévastée par la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais peut-être ne connaissez-vous pas la petite île voisine, Ashima, également appelée Gunkanjima, île cuirassée, en raison de sa forme. De loin, elle ressemble à un simple rocher de 6 hectares, mais en s'en approchant, on distingue des bâtiments en ruine envahis par une végétation dense. Autrefois, ce paysage était une véritable jungle de béton, abritant environ 5000 habitants à son apogée, en 1959. L'île était un centre d'extraction de charbon où, entre 1891 et 1974, environ 15 700 000 tonnes de minerais ont été extraites. Cependant, une fois les gisements épuisés, le site a été rapidement abandonné, ses habitants fuyant en catastrophe vers le continent, laissant derrière eux leur vie. L'exploitation du charbon au Japon, notamment durant l'ère Meiji,
a été essentiel à la croissance industrielle du pays, entraînant la création de colonies industrielles comme Ashima. Ce lieu, à la fois symbole de progrès et d'exploitation, demeure un témoignage sombre de l'industrialisation japonaise. Mais au-delà de l'abandon, Ashima renferme une histoire bien plus sinistre. Pendant les guerres mondiales, des prisonniers de guerre chinois et coréens ont été contraints de travailler dans la mine, descendant à près d'1 kilomètre sous terre et endurant des journées de 12 heures dans des conditions inhumaines, sans nourriture ni eau suffisante. Il n'est pas étonnant que les prisonniers l'aient surnommé l'île de l'enfer. À ce jour, le nombre exact de morts reste inconnu. Durant son activité, l'île était un microcosme de contraste. Il y avait des écoles, de petits commerces et même des cinémas pour les travailleurs japonais et leurs familles, tandis que les prisonniers et les travailleurs étrangers vivaient dans des conditions misérables, soumis à des abus constants et des accidents mortels. Aujourd'hui, Ashima est l'un des sites les plus prisés par les explorateurs urbains et les chercheurs en archéologie industrielle. Pour de nombreux Japonais, elle représente également une fierté technologique, ayant permis des avancées majeures dans la construction de logements en béton armé et dans l'infrastructure minière à grande échelle. Cependant, son histoire porte aussi le poids moral de décennies d'exploitation. Cette dualité suscite des débats sur la manière dont l'île devrait être préservée et sur la reconnaissance des souffrances qui s'y sont déroulées. Certains groupes réclament la reconnaissance officielle des abus commis, tandis que d'autres préfèrent taire cette réalité pour ne mettre en avant que la valeur architecturale et industrielle du site. Ruines radioactives, Tchernobyl. Parmi les lieux abandonnés, Tchernobyl est sans doute le plus connu. Le 26 avril 1986, la centrale nucléaire a subi une explosion catastrophique, libérant environ 400 fois plus de radiation que les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki réunies. La zone, dans un rayon de 30 km autour de la centrale, a été évacuée, créant une zone d'exclusion, avec environ 116 000 personnes forcées d'abandonner définitivement leur maison. Les villes situées dans cette zone, comme Pripyat, sont devenues des villes fantômes en l'espace de quelques heures. Aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, des salles de classe abandonnées, des bâtiments envahis par la végétation et un parc d'attractions déserté sont tout ce qu'il reste d'un lieu autrefois plein de vie. Ceux qui y vivaient n'ont jamais pu y retourner. Dans la précipitation de l'évacuation, de nombreuses familles ont laissé derrière elles non seulement des biens matériels, mais aussi des animaux de compagnie et des documents importants. Certaines pensaient que ce départ ne serait que temporaire, mais il ne l'a pas été. Aujourd'hui, Tchernobyl est également un laboratoire naturel pour les scientifiques étudiant l'impact des radiations sur la nature. Des études ont révélé une récupération inattendue de la flore et de la faune, même dans une zone contaminée. Loups, renards, élans et même chevaux de Przewalski, une espèce rare, y ont trouvé un refuge involontaire. Cela soulève des questions fascinantes sur la résilience de la nature face aux plus grandes catastrophes causées par l'homme et ouvre un débat sur la capacité de la planète à se régénérer lorsque la présence humaine est drastiquement réduite. Les radiations, cependant, persistent et on estime qu'il faudra jusqu'à 20 000 ans avant que la zone ne soit totalement sécurisée, en particulier aux abords de la centrale nucléaire elle-même. Cela n'a pourtant pas empêché les touristes intrépides de s'y aventurer. En 2011, 25 ans après la catastrophe, des visites guidées ont été autorisées dans les zones les moins irradiées de Tchernobyl. Depuis, le tourisme de catastrophe attire les curieux en quête d'adrénaline et d'un aperçu du post-apocalypse. Cependant, les autorités ukrainiennes mettent en garde contre les risques toujours présents des radiations, notamment si les visiteurs s'éloignent des zones autorisées ou touchent des objets contaminés. La zone d'exclusion de Tchernobyl est devenue un symbole mondial des dangers de l'énergie nucléaire et de l'impact humain sur la nature.
Ces paysages désolés, combinés à la faune qui y a fait son retour, sont un rappel paradoxal de la force et de la fragilité de la nature, tout autant que des interventions humaines. Plusieurs constructions emblématiques illustrent ce paradoxe. Le parc d'attractions de Pripyat, par exemple, dont la grande roue rouillée et les autos tamponneuses couvertes de mousse évoquent une scène de film d'horreur. Le silence des rues vides et des bâtiments abandonnés est tout aussi saisissant, nous poussant à imaginer à quoi ressemblerait un monde si, soudainement, l'humanité disparaissait. Bien que certaines scènes puissent sembler mises en scène pour des photos sur les réseaux sociaux, un élément sombre et bien réel demeure. La redoutée griffe de la mort. Après la catastrophe de Tchernobyl, une grande pince métallique a été utilisée dans les semaines suivantes pour démanteler le réacteur et enlever le graphite radioactif dispersé par l'explosion. Une fois sa mission terminée, elle a été abandonnée sur le bord d'une route à quelques kilomètres de Pripyat, apparemment oubliée. En 2011, 30 ans plus tard, l'archéologue de Sydney Robert Maxwell, lors d'une visite de terrain dans la région, est tombé sur cette pièce. La griffe, se détachant du paysage comme un souvenir inquiétant, a fait crépiter le détecteur Geiger de Maxwell, enregistrant un niveau de radiation d'environ 39,80 microsieverts par heure. Bien que le corps humain ne subisse d'effets graves qu'avec une exposition de 1000 microsieverts en peu de temps, rester à proximité de la griffe pendant 24 heures serait hautement risqué, voire fatal. Ce n'est pas un hasard si elle a été surnommée la griffe de la mort. Au-delà des griffes du temps, il y a aussi les déchets enfouis, les véhicules militaires abandonnés et même des embarcations rouillées dans des ports improvisés, tous contaminés à divers degrés. Ces vestiges servent de rappel permanent de la manière dont la puissance atomique, mal gérée, peut avoir des conséquences qui perdurent pendant des siècles ou des millénaires. En parcourant Pripyat, le visiteur attentif perçoit l'étrange mélange entre une nature vibrante, des arbres poussant à travers les fissures du béton et des structures humaines en lente décomposition. Cette juxtaposition nous oblige à affronter une question essentielle. La planète guérit-elle de nos cicatrices si nous, les humains, disparaissons simplement ? Entre les horreurs radioactives de Tchernobyl et le passé sombre de l'île Hashima, lequel de ces lieux choisiriez-vous d'explorer ? Optez pour Tchernobyl et laissez un like, ou préférez l'île et abonnez-vous. Passons au prochain site effrayant. Hôpital effrayant, Beelitz-Heilstätten. Les hôpitaux, en eux-mêmes, peuvent être des lieux de tension, mais les hôpitaux abandonnés, comme Beelitz-Heilstätten en Allemagne, dégagent une atmosphère de terreur permanente. Abandonné depuis environ 30 ans, ce complexe hospitalier est marqué par des murs écaillés, des escaliers vides et des couloirs sombres qui créent une expérience saisissante. Les hôpitaux abandonnés exercent une fascination sombre dans la culture populaire, symbolisant l'abandon des plus vulnérables. De nombreux sites, comme Beelitz-Heilstätten, sont désormais explorés dans le cadre du tourisme de l'horreur, où les visiteurs cherchent à affronter leurs peurs et à interroger le passé. Avec plus de 125 ans d'histoire, cet hôpital a été le plus grand centre de traitement de la tuberculose au monde, une maladie qui, à l'époque, offrait peu d'espoir de guérison. Conçu entre 1898 et 1930, le complexe comprend des dizaines de bâtiments séparés formant une véritable cité hospitalière, avec des zones résidentielles pour les médecins, les infirmiers et les patients. Entouré de forêts, le site offrait un air pur, considéré comme essentiel à la guérison des malades. Cependant, l'infrastructure ne suffisait pas à contenir la progression d'une maladie mortelle qui faisait des milliers de victimes. Dans ces couloirs, de nombreuses personnes ont vécu leurs derniers instants dans l'agonie, laissant une atmosphère de souffrance persistante. Pendant les guerres mondiales, l'hôpital a servi d'abri aux soldats blessés. Il était si vaste que, à certains moments, il pouvait accueillir plus de 12 000 patients simultanément. En plus de son rôle d'hôpital militaire,
Belitz-Heilstätten a acquis une certaine notoriété après avoir accueilli l'un des patients les plus controversés de l'histoire moderne, Adolf Hitler, qui s'y est remis de blessures de guerre. Ce détail ajoute une couche supplémentaire d'histoire à un lieu déjà marqué par la souffrance et la guérison. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut occupé et administré par l'armée soviétique. Il resta sous contrôle soviétique pendant 50 ans avant d'être abandonné en 1995, après l'effondrement de l'Union soviétique. Aujourd'hui, on peut encore apercevoir certaines reliques sinistres du passé, comme un piano en ruine ou les salles de bain où se pratiquaient des traitements intensifs. Peut-être le plus troublant est-il la mention d'un certain soldat allemand blessé, plus tard connu pour sa moustache caractéristique et son rôle funeste dans l'histoire, qui fut soigné ici après avoir été touché lors de la bataille de la Somme. Les médecins et infirmiers qui s'occupèrent de lui ne pouvaient imaginer l'impact dévastateur qu'il aurait sur le monde. Un autre épisode macabre évoque l'utilisation présumée de l'hôpital pour des expériences médicales sous le régime nazi, bien que les archives officielles soient rares et que de nombreux documents aient été perdus ou détruits. Pour les amateurs de photographie, Belitz-Heilstätten offre des décors saisissants. Il y a un contraste entre la grandeur architecturale des bâtiments historiques et leur lente dégradation, mise en évidence par des vitres brisées, des carreaux couverts de mousse et des lianes s'infiltrant dans les fissures des murs. Mais explorer le site peut être dangereux. Nombre de bâtiments sont en partie effondrés, avec des planchers instables qui risquent de céder à tout moment. De plus, certains témoignages font état de visiteurs s'étant perdus dans les couloirs labyrinthiques, nécessitant une intervention pour les secourir. Malgré cela, Belitz-Heilstätten reste un site incontournable pour quiconque souhaite comprendre l'évolution de la médecine et les empreintes laissées par les conflits du XXe siècle. Ici, l'histoire de la technologie hospitalière se mêle à la souffrance de milliers de patients et aux sombres dérives de la politique européenne. Il n'est pas rare que les visiteurs ressentent des frissons en traversant les salles d'opération et les chambres d'isolement, imaginant les drames de ceux qui y sont passés et n'ont jamais survécu. Mine de Rummu. En Estonie, la mine de calcaire de Rummu est un site abandonné et partiellement submergé qui impressionne par la beauté des eaux bleues ayant envahi les lieux après la fin des opérations. Malgré son apparence idyllique, la mine cache un passé sombre. Sur les rives, on aperçoit encore les ruines des anciens bâtiments de la mine, abandonnés et désormais immergés, construits dans les années 1940. Sous la surface, les plongeurs découvrent encore des fenêtres grillagées, des murs envahis par la végétation et des vestiges du passé. Explorer cette Atlantide effrayante exige une extrême prudence. Le fond du lac recèle des débris de béton, des branches acérées, des machines rouillées et même des rouleaux de fils barbelés, constituant un danger mortel. De plus, la température de l'eau peut chuter brutalement à certaines périodes de l'année, représentant un risque supplémentaire pour les plongeurs les moins expérimentés. Sous le régime soviétique, Rummu était en réalité une prison où les détenus étaient contraints de travailler à l'extraction du calcaire. Plus de 400 prisonniers étaient soumis à un labeur exténuant jusqu'à l'indépendance de l'Estonie en 1991. Moment où la prison fut rapidement abandonnée. Sans entretien, l'eau souterraine a envahi le site, formant le lagon pittoresque que l'on connaît aujourd'hui. Les bâtiments ont été engloutis par les eaux, ne laissant que d'inquiétants vestiges visibles en surface. Mine de Rummu. Curieusement, la mine de Rummu est aujourd'hui utilisée par des plongeurs et des aventuriers qui voient cet endroit comme un défi aquatique et une capsule temporelle figée sous les eaux. La préservation des ruines submergées offre une vision impressionnante de l'effet du temps sur les lieux abandonnés. Cependant, aucune quantité d'eau ne peut effacer les souvenirs des souffrances endurées par ces prisonniers. Des témoignages racontent que, durant les nuits les plus silencieuses, il est possible d'entendre des bruits venant de la zone immergée, comme si des voix du passé résonnaient à travers les murs engloutis.
Le contraste entre la beauté naturelle des eaux turquoises et l'obscurité du passé est frappant. Pendant les mois d'été, l'endroit attire des visiteurs locaux et étrangers, se transformant en un lieu de détente où les gens nagent, prennent le soleil et font des pique-niques au bord du lac. Cependant, il suffit d'un regard vers les structures submergées pour se rappeler que cet espace fut autrefois un lieu de travail forcé et d'humiliation pour des prisonniers. Un débat public existe même en Estonie sur la manière de gérer ce site. Certains défendent sa préservation et son ouverture officielle en tant qu'attraction touristique, avec des guides et des informations sur son histoire sombre. D'autres estiment qu'il vaudrait mieux en restreindre l'accès afin de préserver la mémoire sans transformer le lieu en simple divertissement. Ainsi, Roumu demeure dans un équilibre fragile entre l'oubli et la rédemption, montrant que même les endroits les plus magnifiques peuvent avoir des racines sombres. Hôpital de l'île Roosevelt. Lorsque nous pensons aux hôpitaux, nous les associons généralement à des lieux de guérison. Mais l'hôpital de la Variole sur l'île Roosevelt, anciennement île Blackwell à Manhattan, New York, raconte une toute autre histoire. Conçu par le célèbre architecte James Renwick Jr., l'hôpital a été inauguré en 1856 avec une capacité de 100 lits. Sa principale fonction était d'isoler les patients infectés par la variole, une maladie mortelle et hautement contagieuse. À cette époque, l'île servait de refuge isolé pour tenter de contenir la propagation de l'épidémie, mais la réalité était que peu de patients parvenaient à guérir. En moyenne, l'hôpital traitait environ 7000 personnes par an et le taux de mortalité était alarmant. En 1875, les patients furent transférés vers North Brother Island, situé plus au nord sur l'East River. Avec la diminution des cas de variole au fil du temps, maintenir le complexe sur l'île Roosevelt devint inviable et l'hôpital fut abandonné dans les années 1950. Aujourd'hui, ce qui subsiste est une structure en ruine, une ombre sinistre de son passé, construite avec la roche même de l'île, qui avait été extraite, taillée et assemblée par des prisonniers d'une autre époque. Oui, des prisonniers. Avant d'être un hôpital, l'île abritait une prison construite en 1832, destinée à isoler les détenus du reste de New York. Mais ce n'était pas sa seule fonction. En plus de la prison, 7 ans plus tard, un hôpital psychiatrique fut érigé. Toutefois, les traitements de santé mentale de l'époque étaient loin de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Plutôt que d'être soignés, les patients étaient pratiquement oubliés, vivant dans des conditions déplorables, avec une surpopulation, une alimentation insuffisante et des mauvais traitements fréquents. Cet endroit n'était pas destiné à la guérison, mais plutôt à l'abandon, loin du regard de la société. Avec les avancées médicales, les derniers patients furent transférés dans les années 1900 et l'île fut complètement abandonnée dans les années 1950. Peut-être vaut-il mieux que l'histoire sombre de cet endroit reste dans le passé. Même en ruine, la structure de l'ancien hôpital de la Variole demeure un point de curiosité pour les visiteurs. Cependant, pénétrer dans le bâtiment abandonné sans autorisation est strictement interdit pour des raisons de sécurité et de préservation historique. La végétation recouvre déjà une grande partie des murs et des fenêtres, et les fondations peuvent être compromises. Dans un effort de conservation, une partie du site a été stabilisée pour éviter des effondrements, car il est considéré comme un monument architectural et historique. Néanmoins, le danger guette à chaque recoin, tout comme les souvenirs indésirables de ceux qui y ont souffert. De nombreux visiteurs de l'île Roosevelt rapportent une sensation étrange en s'approchant des ruines, comme s'ils pouvaient entendre les murmures des patients et des détenus qui n'avaient pas survécu aux conditions terribles. En effet, l'hôpital de la Variole est un symbole d'une époque où les épidémies décimaient des populations entières, mais aussi un rappel du traitement inhumain infligé aux marginalisés de la société. Que des fantômes errent ou non dans ces couloirs, nous ne le saurons jamais avec certitude, mais le poids de l'histoire est indéniable.
Château de Noisy ou Château Miranda. Le nom Château Miranda peut évoquer une destination luxueuse, mais l'histoire de ce château néo-gothique belge révèle quelque chose de bien plus intrigant et sombre. Construit en 1866, le château, qui possédait une imposante tour d'horloge de 55 mètres, fut autrefois la prestigieuse résidence de la famille Liedekerke de Beaufort, qui y trouva refuge pendant la Révolution française. L'histoire du château fut marquée par des événements violents et par l'occupation des troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. La région où il se situait fut le théâtre de l'un des conflits les plus brutaux des États-Unis en Europe, la bataille des Ardennes, où environ 200 000 soldats perdirent la vie en quelques semaines. Après la guerre, la famille perdit le contrôle du château au profit de la Compagnie nationale des chemins de fer de Belgique, qui le transforma en 1950 en Château Noisy. D'une majestueuse résidence, il devint un orphelinat et un centre de vacances pour enfants malades. Cependant, pour beaucoup de ceux qui ont séjourné au Château Noisy, l'endroit ressemblait plus à un centre de redressement qu'à un refuge. Des témoignages d'anciens pensionnaires évoquent des traumatismes causés par des disciplines rigides, transformant le château, censé être un symbole d'espoir, en un lieu de souffrance infantile. L'idée était d'offrir de l'air pur, des activités récréatives, une piscine et même un petit terrain de football. Mais la réalité s'est avérée bien plus dure que la propagande officielle ne le laissait entendre. Après des décennies d'abandon, le château Noisy a été démoli en octobre 2017, emportant avec lui ses secrets et son histoire. Aujourd'hui, il ne reste que le souvenir d'un passé plein de contrastes, de luxe et de souffrance, d'abri et d'abandon. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. L'incendie mystérieux du château Noisy. Après la fermeture de l'orphelinat, les coûts élevés d'entretien du château Noisy sont devenus insoutenables, plongeant le bâtiment dans un état d'abandon et de détérioration. Une nuit fatidique, un incendie s'est déclaré, causant de graves dommages à la structure. On soupçonne que le feu ait été déclenché intentionnellement, bien que l'on n'ait jamais identifié l'auteur ni ses motivations. Des années après l'incident, le château restait désert, victime de vandalisme et de dégradation constante. Fait curieux, les explorateurs urbains qui s'y sont aventurés ont rapporté des rencontres troublantes, des poupées retrouvées à des endroits inhabituels, et certains affirmaient avoir entendu des cris effrayants d'enfants résonner dans les couloirs. D'autres allaient même jusqu'à dire qu'ils avaient aperçu des spectres d'enfants errant sur la propriété. Était-ce le fruit de leur imagination ou des événements surnaturels? Nous ne le saurons jamais. Ce qui est certain, c'est que le château Noisy dégageait une atmosphère lourde, imprégnée des souvenirs de ceux qui y ont souffert. Avec sa démolition, beaucoup pensent que le lieu a enfin trouvé la paix et peut-être que celui qui a déclenché l'incendie ressent le même soulagement. Entre spéculation et mystère, une chose est sûre. Toute la structure a été réduite à néant, ne laissant que des ruines et un site désormais clôturé, accessible uniquement avec une autorisation spéciale. Ainsi, un chapitre sombre de l'histoire belge a disparu physiquement, même si les récits et les légendes urbaines perdurent. Dans ce cas, il est peut-être juste de dire que certains fantômes ne seront jamais enterrés. La cabane dans l'arbre du bonheur. Préparez-vous, car l'histoire de cette cabane dans l'arbre, qui semble tout droit sortie d'un conte de fées, est plus tragique qu'on ne pourrait l'imaginer. Située à Redmond, dans l'État de Washington, cette structure enchanteresse a été construite dans les années 1980 par Steve Rundle comme un refuge magique pour ses enfants. Avec son architecture victorienne entourée par les branches d'un immense érable, la cabane de 4 étages comportait des balcons, un pont et un escalier en colimaçon. Lorsqu'ils avaient acheté le terrain une décennie plus tôt, Steve et sa femme, Diana, avaient transformé l'arbre et le marais environnant en un véritable sanctuaire familial. Au fil des ans, leurs enfants ont participé à l'entretien de la cabane, unissant la famille autour de ce projet spécial. Les visiteurs curieux étaient nombreux, car la renommée de la cabane s'était répandue dans le voisinage,
apportant émerveillement et admiration. Mais la tragédie a frappé en 2004, lorsque l'un des enfants du couple est décédé subitement. Profondément bouleversés, ils ont tenté de se reconstruire avec de nouveaux projets, mais en 2008, la crise financière les a durement touchés. Comme si cela ne suffisait pas, Diana est tombée malade et est décédée en 2015, laissant la cabane sans les soins qu'elle recevait autrefois. Bien qu'en 2019, une campagne ait été lancée pour restaurer la structure, le projet n'a jamais été mené à terme. Aujourd'hui, la cabane demeure abandonnée, perdue dans la forêt, se détériorant lentement, un mémorial silencieux d'un temps plus heureux et d'une famille qui, au fil des ans, a subi des pertes irréparables. Pour ceux qui passent à proximité, ce qu'ils voient n'est plus que l'ombre de la magie qui animait autrefois l'endroit. Le plancher en bois s'est effondré par endroits, des tuiles sont tombées et le pont reliant la cabane au reste du terrain s'est partiellement écroulé. La nature reprend ses droits, avec du lierre et de la mousse recouvrant les parois. Pour certains habitants de Redmond, il serait important de préserver cette cabane comme un lieu historique de la région, célébrant la créativité et la persévérance de Steve et Diana. D'autres estiment qu'elle devrait être laissée en paix, comme un sanctuaire à la mémoire de la famille. S'il existe un esprit qui erre encore parmi les branches, il est sans doute bercé par la nostalgie et les souvenirs des jours où les rires des enfants résonnaient dans les feuillages. L'église de Borgund, nichée dans un paysage de collines verdoyantes, de rivières cristallines et de montagnes majestueuses de Norvège, l'église de Borgund se distingue comme un monument unique. Cette église en bois, construite entre 1180 et 1200, est une structure mystérieuse et fascinante qui contraste avec l'environnement serein qui l'entoure. Située dans le village de Borgund, elle se dresse avec son extérieur noirci et son architecture élaborée, entourée d'anciennes pierres tombales. L'intérieur est tout aussi sombre, éclairé seulement par quelques fenêtres, un choix intentionnel. Le design visait à éloigner les esprits maléfiques. L'église repose sur une base en pierre, mais sa structure est entièrement en bois, recouverte de goudron, pour la protéger des intempéries. Cependant, les mesures de protection vont au-delà des matériaux de construction. L'intérieur est décoré de sculptures runiques et d'anciennes marques de protection, tandis que le toit est orné de figures sculptées de dragons et de serpents, censés repousser le mal. Ces symboles reflètent les anciennes croyances des Scandinaves, qui mêlaient le christianisme nouvellement adopté aux traditions païennes ancestrales. Même après plusieurs siècles, l'église reste remarquablement bien préservée, un fait rare pour des constructions en bois de cette époque. Aujourd'hui, l'église de Borgund fonctionne comme un musée, attirant des visiteurs du monde entier venus admirer cette combinaison unique d'architecture médiévale et de symbolisme religieux. En observant les détails sculptés sur les colonnes et les portails, on peut entrevoir un fragment des croyances et des rituels qui ont marqué la Norvège médiévale. Secret troublant. Bien qu'elle soit aujourd'hui préservée en tant que musée, l'église de Borgund renferme un secret troublant au cœur de son passé sacré. Entourée d'un cimetière, cette église médiévale abritait initialement des sépultures sous son propre sol, une pratique courante à l'époque. Cependant, avec le temps, les odeurs devinrent insupportables et l'inhumation sous l'église fut officiellement interdite. Malgré cela, les habitants continuèrent à enterrer secrètement leurs proches, creusant de petites tombes la nuit, suffisamment discrètes pour dissimuler de petits cercueils dans les zones sacrées autour de l'église. Aujourd'hui, tout visiteur qui se promène dans ce musée historique ignore peut-être que sous les planches du sol reposent les souvenirs de nombreux petits corps, rendant l'atmosphère encore plus sinistre. On raconte que, certaines nuits de pleine lune, les habitants des environs aperçoivent de faibles lueurs autour de l'église, qu'ils attribuent aux âmes tourmentées des enfants enterrés là. Les légendes locales affirment que, périodiquement, ces esprits errent dans les alentours à la recherche d'un repos qu'ils n'ont jamais trouvé. Hôtel Penthouse, le palais du plaisir. Situé sur l'île croate de Kerk,
l'hôtel Aludovo Palace fut, en son temps, l'une des destinations les plus glamour du monde. Avec ses vastes piscines, ses pistes de bowling, ses cours de tennis et ses fêtes légendaires, l'hôtel promettait un luxe absolu et attirait une clientèle riche et exclusive. En 1971, Bob Guccione, fondateur du magazine Penthouse, investit 45 millions de dollars pour y ouvrir le casino Penthouse Adriatic Club, espérant transformer l'île en un paradis du divertissement pour adultes. Cependant, le casino ne dura pas longtemps. Il fit faillite l'année suivante, entraînant l'hôtel dans une crise financière. Après avoir survécu difficilement jusqu'en 2001, l'établissement ferma définitivement ses portes. Pendant la guerre civile yougoslave, 1991-2001, il servit d'abri pour les réfugiés. Après des années passées dans l'hôtel, ces derniers refusèrent de partir lorsque la guerre prit fin et en étant finalement expulsés, ils pillèrent tout ce qu'ils purent, des métaux précieux au système de chauffage et aux câbles en cuivre. L'hôtel fut laissé en ruine, jonché de débris de verre, de béton et d'escaliers détruits. Pour ceux qui le visitent aujourd'hui, le spectacle est saisissant. D'immenses salles vides, des plafonds effondrés et des amas de gravats au sol. L'idée qu'il fut autrefois un lieu de fête somptueuse et de célébrité contraste fortement avec la désolation actuelle. Pendant la guerre civile, l'hôtel Penthouse servit d'abri temporaire, mais il témoigna également des cicatrices laissées par le conflit. Certains historiens le considèrent comme un monument mémoriel, rappelant l'impact dévastateur de la guerre sur les vies de ceux qui y trouvèrent refuge. On raconte que, en arpentant ces couloirs abandonnés, on peut encore voir des dessins et inscriptions laissés sur les murs par des familles en exil. Chaque trace semble raconter une histoire unique de peur, d'espoir et de lutte pour la survie. Aujourd'hui, le lieu est encore plus inquiétant. Une tache rouge parcourt les escaliers jusqu'au dernier étage, tandis que des messages sinistres couvrent les murs, laissant un souvenir glaçant des traumatismes de la guerre inscrits dans les décombres. De nombreuses propositions de rachat ou de rénovation ont émergé, mais aucune n'a abouti. Le coût de restauration serait colossal et la bureaucratie entourant les droits de propriété et les registres légaux d'après-guerre complique encore davantage la situation. Kolmanskop, la ville fantôme des diamants. Lorsqu'on évoque les villes fantômes, beaucoup pensent au Far West américain, mais au cœur du désert namibien se trouve une cité abandonnée tout aussi fascinante, Kolmanskop. Surnommée la zone interdite, Kolmanskop vit le jour en 1908, lorsqu'un ouvrier découvrit des diamants dans la région. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt, la ville prospéra, produisant jusqu'à 1 million de carats par an et représentant une part significative de la production mondiale de diamants. Toutefois, avec le temps, les gisements s'épuisèrent et, dans les années 1930, les habitants commencèrent à quitter la ville. En 1956, Kolmanskop fut complètement abandonnée, laissant derrière elle maisons et possessions. Le désert reprit rapidement ses droits. Des dunes de sable envahirent fenêtres et portes, remplissant les constructions et transformant Kolmanskop en une capsule temporelle ensevelie. Outre l'épuisement des ressources, le contrôle exclusif des mines par l'Allemagne contribua à cet abandon. L'administration coloniale limitait l'accès aux diamants, déplaçant les populations locales et gardant les profits à Berlin. L'impact humain fut considérable. Les mineurs namibiens travaillaient dans des conditions extrêmes, tandis que les richesses extraites bénéficiaient essentiellement aux autorités coloniales. Aujourd'hui, seules quelques structures et fondations résistent encore à l'avancée du désert. À son apogée, Kolmanskop n'était pas qu'une ville minière. C'était une enclave de luxe en plein désert, dotée d'un hôpital, d'une école et même d'un théâtre. Ce contraste entre opulence et isolement témoigne des conditions extrêmes et du mode de vie singulier des habitants. Une société artificielle fondée uniquement sur l'exploitation des diamants qui s'effondra dès que les ressources vinrent à manquer. Au-delà de son importance historique, Kolmanskop est devenu un site photographique très prisé. L'image des maisons partiellement ensevelies
sous le sable doré du désert, offrent des paysages surréalistes. Des portes s'ouvrant sur des salles envahies de dunes, des fenêtres ne donnant désormais que sur des étendues arides. Tout invite à une réflexion sur la nature éphémère du pouvoir économique. Le silence pesant des ruines rappelle que l'avidité humaine est insignifiante face aux forces de la nature. Aujourd'hui, la Namibie s'efforce de préserver ce site en tant que patrimoine culturel et touristique. Des visites guidées sont proposées, mais avec des restrictions pour éviter que l'afflux de touristes n'accélère la dégradation des lieux. Contrairement à d'autres endroits abandonnés, Kolmanskop est aussi un symbole des profondes cicatrices laissées par l'histoire coloniale en Afrique. Les populations locales furent déplacées et leurs terres transformées en zones d'exploitation minière exclusive. Ainsi, se promener dans les rues désertes de Kolmanskop n'est pas seulement un voyage dans le passé, mais aussi un rappel des injustices qui accompagnent souvent l'exploitation des ressources naturelles. Retraite fantomatique, station de la montagne Bokor. Qu'est-ce qui rend les hôtels abandonnés si effrayants? Leur taille? Leur design? Peut-être s'agit-il des secrets que chacun semble cacher, comme le démontre bien la station de la montagne Bokor. Il s'agit d'un ensemble de bâtiments coloniaux français situés au sommet de la montagne Bokor, à environ 37 km à l'ouest de Kampot, au Cambodge. Ils ont été conçus pour être un centre touristique de luxe destiné aux soldats français occupants au début des années 1920, mais la région a depuis été frappée par de nombreuses difficultés politiques, impliquant coups d'État, rebelles, tyrans et régimes. Autant d'éléments ayant contribué au déclin de l'hôtel. Il fut abandonné une première fois à la fin des années 1940 en raison des insurrections locales. En 1962, un casino fut inauguré et d'autres bâtiments vinrent compléter le complexe, notamment une annexe du palais et le bureau du maire. Après le renversement du chef d'État cambodgien, Sihanouk, lors d'un coup d'État en 1970, la station de la montagne Bokor devint un lieu stratégique pour la guerre de guérilla. Presque du jour au lendemain, elle passa d'une destination de vacances luxueuse à un champ de bataille, et la situation ne fit qu'empirer. En 1972, la montagne Bokor fut à nouveau abandonnée lorsque les Khmers rouges prirent le contrôle de la région. Il s'agissait d'une armée soutenue par le parti répressif et totalitaire qui dominait alors le pays. 7 ans plus tard, les Khmers rouges s'y retranchèrent fermement, tenant leur position face à une invasion vietnamienne. Désormais complètement oubliée, la station conserve plus de souvenirs militaires que de traces de luxe. Bien que laissée à l'abandon, la majorité des bâtiments restent debout. L'église catholique, par exemple, est étonnamment bien préservée. Toutefois, le secret le mieux gardé n'a rien à voir avec son occupation militaire, mais plutôt avec sa construction. En raison de son emplacement reculé dans la montagne, la construction du complexe nécessita une main-d'œuvre colossale. Et on estime qu'environ 1000 personnes perdirent la vie durant les 9 mois qu'il fallut pour l'achever. Après tout, le luxe a un prix, et ici ce prix fut trop élevé. Pour ceux qui visitent aujourd'hui, l'expérience est troublante. Le climat au sommet de la montagne est souvent brumeux et humide, créant une atmosphère presque surnaturelle. Les couloirs vides de l'ancien casino et de l'hôtel, désormais envahis par la mousse et l'humidité, semblent murmurer des histoires de guerre et de souffrance. Certains jours, la brume recouvre tout, rendant la visibilité difficile à quelques mètres à peine. Un décor parfait pour un récit de suspense. Néanmoins, la montagne Bokor n'est pas totalement dépourvue de vie. Des projets récents du gouvernement cambodgien tentent de revitaliser la région en construisant des casinos modernes et des hôtels luxueux plus en contrebas. Cela crée un contraste saisissant entre les ruines historiques au sommet et les établissements étincelants à la base de la montagne. Beaucoup s'interrogent sur le fait que cette modernisation pourrait effacer la mémoire des tragédies qui s'y sont déroulées. Pourtant, pour les plus aventureux, explorer ces bâtiments abandonnés reste une expérience marquante.
C'est une invitation à réfléchir à la volatilité des créations humaines, qu'il s'agisse de complexes de luxe ou de forteresses de guerre. Les secrets du sanatorium, la maison Craig. Les hôpitaux psychiatriques d'aujourd'hui dégagent une atmosphère clinique inquiétante, leurs peintures vermantes, quasi universelles, et leurs chambres austères peuvent donner des frissons. Mais le premier hôpital psychiatrique privé agréé des États-Unis avait une apparence bien plus sinistre. La maison Craig est un manoir victorien situé dans le nord de l'État de New York, construit pour un officier de la guerre de Sécession. Il fut transformé en hôpital psychiatrique en 1915. Cet immense manoir gothique est entouré de plus de 24 hectares de terrain et, bien qu'il ressemble à une maison hantée de l'extérieur, il était considéré comme un refuge sûr pour les malades mentaux, presque un lieu de villégiature. On y trouvait du ski, une psychothérapie intensive, une salle de musique avec un orgue complet et une excellente cuisine pour tous les patients. Comme on peut l'imaginer, seuls les patients les plus fortunés pouvaient se l'offrir, déboursant $50 par mois, soit environ 22 500 $ aujourd'hui. Pour ce prix, les patients attendaient le meilleur traitement. Dans sa publicité, la maison Craig était décrite comme une retraite de luxe, mais en réalité, le sanatorium ne fit qu'aggraver l'état de nombreux patients. La liste des patients célèbres est impressionnante. L'épouse de l'écrivain F. Scott Fitzgerald y fut internée, aux côtés de nombreuses autres personnalités telles que Truman Capote, Rosemary Kennedy, Frances Seymour et même Marilyn Monroe, bien que certaines de ces admissions restent sujettes à controverse. Malgré sa réputation de sanatorium de luxe, de nombreuses tragédies entourent le manoir. De nombreux patients y trouvèrent une mort prématurée, que ce soit en raison de maladies mentales, maltraitées ou d'événements mystérieux. Des rumeurs circulent selon lesquelles certains traitements expérimentaux y auraient été pratiqués, notamment des lobotomies et des électrochocs, à une époque où la psychiatrie restait encore très mal comprise. Des incendies ont également été signalés sur place. Les registres officiels mentionnent au moins 4 incendies dans différentes ailes du complexe, dont 2 se sont produits à de courts intervalles, suscitant des soupçons quant à une éventuelle préméditation ou à une négligence. Il est rapporté que lors de l'un de ces incidents, des patients sont restés enfermés dans leur chambre, faute de clés ou de personnel suffisant. Au fil des décennies, la réputation de la maison Craig s'est dégradée. Des dénonciations d'abus, de négligence et même de disparition de patients ont commencé à émerger. D'anciens employés ont accusé l'administration d'avoir dissimulé des décès suspects et détruit des dossiers médicaux. La situation est devenue intenable et, en 1999, les autorités ont ordonné la fermeture de l'hôpital. Depuis, l'immense propriété est laissée à l'abandon. Aujourd'hui, elle est vide et en ruine. Vandales et curieux s'aventurent dans les couloirs, découvrant d'anciens dossiers médicaux, du matériel chirurgical rouillé et des graffitis partout. Le toit s'est effondré dans certaines ailes, tandis que le rez-de-chaussée est envahi par l'humidité et la moisissure. Lorsque la lumière du soleil traverse les vitraux brisés, elle projette des ombres effrayantes sur les murs tachés. Les histoires de fantômes abondent. Certains visiteurs disent entendre des cris ou apercevoir des silhouettes vêtues d'habits d'époque. Mais ce qui bouleverse vraiment, c'est cette impression d'abandon et de solitude qui imprègne chaque pièce, rappelant que le faste d'un lieu ne garantit pas toujours une prise en charge digne pour ceux qui en ont le plus besoin. Quel de ces lieux trouvez-vous le plus effrayant et lequel aimeriez-vous voir de vos propres yeux? Partagez votre réponse avec nous. Si toutes ces informations vous ont surpris, dites-le nous dans les commentaires de la vidéo et ne cessez jamais de vous émerveiller. Un grand merci pour votre visionnage et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu captivant. Ces lieux, oubliés par le temps, nous rappellent que l'histoire ne se résume pas à ce qui s'est passé, mais à ce que nous choisissons de préserver et d'apprendre. De certaines de ces ruines émergent des leçons sur la cupidité, l'exploitation et la souffrance humaine,
qui auraient pu être évitées si nous regardions le passé avec plus d'empathie et de responsabilité. Cependant, nous voyons aussi des signes de résistance et de renouveau. La nature reprenant ses droits, des communautés reconstruisant leur vie, et dans certains cas, des efforts de préservation visant à transformer les tragédies en enseignements durables. Les ruines sont des ponts vers le passé, mais aussi des reflets de notre propre humanité. Quel héritage voulons-nous laisser aux générations futures? C'est la question que soulève chacun de ces lieux. Alors que nous progressons en matière de technologie et de développement, nous devons nous rappeler que les empreintes que nous laissons sur le monde, qu'elles soient de béton, de radiation ou de souvenirs douloureux, peuvent résonner bien plus longtemps que nous ne l'imaginons. Dans chaque mur décrépit, dans chaque couloir déserté, résident des histoires qui méritent d'être racontées et comprises. Car là où il y a de l'abandon, il y a aussi une invitation à la réflexion. Pouvons-nous éviter de répéter les erreurs qui ont conduit à de tels destins de négligence et de destruction? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, YouTube vous recommande 2 vidéos de notre chaîne et je suis certain qu'elles vont vous plaire. Restez avec nous et continuez d'explorer ces décors fascinants, car l'histoire, même silencieuse, aura toujours beaucoup à dire à ceux qui savent écouter.